Pendant 4 milliards et demi d'années, un visage entier d'un monde situé à seulement 384 000 km de nous est resté totalement invisible. Pas caché par des nuages, pas dissimulé derrière une nébuleuse lointaine. Non, caché par un mécanisme si parfait, si précis, si troublant, que certains scientifiques avouent encore aujourd'hui ne pas comprendre pourquoi il fonctionne avec une telle exactitude. La Lune, cet astre que tu observes depuis ton enfance, cet objet céleste que des milliards d'êtres humains ont contemplé nuit après nuit pendant des millénaires, ne nous a jamais montré qu'une seule moitié de sa surface. L'autre moitié, personne ne l'avait jamais vue. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Et quand la Chine a finalement réussi à poser un engin sur cette face interdite, ce qu'elle a découvert a bouleversé des décennies de certitudes. 3 mystères vont traverser cette histoire. Le premier concerne la raison pour laquelle la face cachée de la Lune est radicalement, profondément, presque incompréhensiblement différente de celle que nous voyons chaque soir. Le deuxième porte sur ce que les instruments chinois ont réellement détecté dans le sol de cette terre inconnue, des données que personne n'avait anticipées. Et le troisième, peut-être le plus vertigineux, touche à ce que cette découverte révèle sur notre propre existence, sur la fragilité insoupçonnée de la vie sur Terre, et sur le rôle secret que cette face invisible joue dans l'équilibre même de notre planète. Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui va changer ta façon de regarder le ciel nocturne. Quelque chose qui, une fois compris, ne peut plus être oublié. Quelque chose qui te quittera peut-être le sommeil. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi. Le voyage commence maintenant. On nous a appris une version simple de la Lune. Une version rassurante. La Lune, c'est notre satellite naturel. Elle orbite autour de la Terre. Elle influence les marées. Les astronautes américains y ont marché 6 fois entre 1969 et 1972. On a ramené des échantillons de roches. On a planté des drapeaux. On a pris des photographies. On a mesuré, analysé, cartographié. L'affaire semblait close. La Lune était un monde mort, sans atmosphère, sans eau liquide, sans surprise. Un désert gris parsemé de cratères, un vestige géologique figé dans le temps, un compagnon silencieux et prévisible. C'est cette version que les manuels scolaires ont transmise pendant des décennies. C'est cette version que la plupart des gens portent encore dans leur esprit quand ils lèvent les yeux vers le ciel par une nuit claire. Et c'est cette version qui est profondément, fondamentalement incomplète. Parce que voici ce que cette version omet de te dire. Tout ce que nous avons exploré, tous les sites d'alunissage d'Apollo, toutes les missions habitées, toutes les photographies prises depuis la surface concernent exclusivement la face visible. La face qui nous regarde. La face que la Lune nous présente depuis toujours, comme un acteur qui ne montrerait jamais son dos au public. L'autre côté, la face cachée, celle qui pointe en permanence vers les profondeurs de l'espace, n'a été foulée par aucun astronaute. Aucune mission Apollo ne s'y est posée. Aucun échantillon n'en a été ramené par un être humain. Pendant des décennies, nous avons prétendu connaître la Lune, alors que nous n'en avions exploré que la moitié. Et cette moitié inexplorée n'est pas un simple miroir de l'autre. C'est un monde complètement différent. Les premières images floues de la face cachée sont arrivées le 7 octobre 1959, quand la sonde soviétique Luna 3 a survolé l'arrière de la Lune et transmis des photographies granuleuses, imparfaites, mais suffisantes pour provoquer un choc dans la communauté scientifique. Ce que les chercheurs s'attendaient à voir, c'était plus ou moins la même chose que la face visible. Des mers lunaires sombres et lisses, ces grandes plaines basaltiques qu'on appelle maria, et qui dessinent les formes familières que nous voyons depuis la Terre. Ces taches sombres que les civilisations anciennes interprétaient comme les traits d'un visage ou la silhouette d'un lapin. On s'attendait à retrouver ces étendues sur l'autre face, en proportions similaires, dans une disposition différente mais comparable. Ce n'est pas du tout ce que Luna 3 a révélé. La face cachée était méconnaissable, presque aucune mer lunaire, pas de grandes plaines lisses. À la place, un paysage d'une violence géologique stupéfiante, des cratères partout, des cratères dans des cratères, des montagnes abruptes, un terrain tourmenté, accidenté, chaotique,
comme si ce côté de la Lune avait été bombardé sans relâche pendant des éons, tandis que la face visible restait relativement épargnée. La différence était si frappante, si inattendue, que certains chercheurs ont d'abord cru à un défaut des images. Mais les missions suivantes ont confirmé cette réalité troublante. Les orbiteurs lunaires américains des années 60, puis les équipages d'Apollo qui ont survolé la face cachée sans s'y poser, tous ont rapporté la même observation. Les deux faces de la Lune sont fondamentalement, structurellement, géologiquement différentes. Et personne ne savait pourquoi. Cette asymétrie est devenue l'un des problèmes les plus tenaces de la planétologie. Comment un même corps céleste peut-il présenter deux visages si radicalement distincts? La face visible est dominée par d'immenses plaines de basalte noir, des coulées de lave ancienne qui ont rempli les grands bassins d'impact il y a des milliards d'années. Ces mers couvrent environ 31% de la face visible, mais sur la face cachée, elles ne représentent que 2% de la surface. 2%. La différence est tellement extrême qu'elle ne peut pas être le fruit du hasard. Quelque chose a causé cette dissymétrie, quelque chose de massif, de fondamental, de probablement très violent. Mais quoi exactement? La science a mis des décennies à formuler des hypothèses crédibles. Et aujourd'hui encore, le débat n'est pas entièrement tranché. Et puis, il y a eu la Chine. Le 3 janvier 2019, à 10h26 de Pékin, la sonde Chang'e 4 s'est posée dans le cratère von Karman, une dépression de 186 km de diamètre située dans l'immense bassin du pôle sud-Aitken, sur la face cachée de la Lune. C'était la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale qu'un engin fabriqué par des mains humaines se posait sur cette terre que personne n'avait jamais touchée. Pas les Américains, pas les Russes, pas les Européens. La Chine a accompli ce que 60 années d'exploration lunaire n'avaient jamais osé tenter. Et ce n'était pas un simple exploit technique. C'était un défi d'ingénierie extraordinairement complexe, parce que la face cachée de la Lune pose un problème fondamental que la face visible ne pose pas. Quand tu te trouves de l'autre côté de la Lune, la masse entière de cet astre de 3474 km de diamètre se dresse entre toi et la Terre. Tu es coupé. Aucun signal radio ne peut traverser cette barrière rocheuse. Aucune communication directe n'est possible. Pour qu'un engin posé sur la face cachée puisse envoyer des données à la Terre ou recevoir des instructions, il faut un relais. Un satellite placé en un point très précis de l'espace, capable de voir simultanément la face cachée et la Terre. C'est ce que la Chine a fait en lançant le satellite Keqiao en mai 2018, 7 mois avant l'alunissage. Keqiao a été placé au point de Lagrange L, 2 du système Terre-Lune, un endroit situé à environ 65 000 km derrière la Lune, où les forces gravitationnelles permettent à un objet de rester en position stable. Depuis ce poste avancé dans le vide spatial, Keqiao fait rebondir les signaux entre Chang'e 4 et les stations terrestres, comme un miroir invisible flottant dans l'obscurité. Cette prouesse technologique a ouvert pour la première fois une fenêtre directe sur un monde qui nous était physiquement interdit. Et les premières images transmises par Chang'e 4 ont immédiatement confirmé ce que les survols orbitaux avaient suggéré. Le paysage de la face cachée est saisissant de rudesse. Le sol du cratère von Karman est recouvert d'un régolithe, cette poussière lunaire fine et abrasive, mais la texture est différente de celle des sites Apollo. Les roches sont plus anguleuses, moins érodées par les micrométéorites qu'on ne l'attendait. Le terrain environnant est dominé par des reliefs imposants, des parois de cratères qui s'élèvent à plusieurs kilomètres de hauteur, des collines couvertes de débris d'impact, un panorama lunaire d'une sauvagerie que les plaines tranquilles de la mer de la Tranquillité n'avaient jamais laissé imaginer. Mais la vraie surprise n'était pas visuelle, elle était souterraine. Le petit rover Yutu-2, transporté par Chang'e 4 et déployé à la surface peu après l'alunissage, embarquait un instrument que aucune mission lunaire précédente n'avait utilisé dans ces conditions. Un radar à pénétration de sol. Un appareil capable d'envoyer des ondes électromagnétiques dans le sous-sol et d'analyser les échos renvoyés par les différentes couches de terrain, comme une échographie géologique. Et ce que Yutu-2 a détecté sous la surface de la face cachée a pris la communauté scientifique par surprise. Sous la couche superficielle de régolithe,
le radar a révélé une succession de strates géologiques complexes, alternant des couches de matériaux grossiers et de matériaux fins, témoignant d'une histoire d'impacts multiples et de coulées de lave superposées. Mais surtout, à une profondeur d'environ 40 mètres, les données ont montré des structures que personne n'avait anticipées. Des blocs rocheux, massifs enfouis dans le sous-sol, des fragments de la croûte lunaire primitive, fracturés et enterrés par des impacts successifs. Le sous-sol de la face cachée n'est pas une simple accumulation de poussière. C'est un cimetière géologique, un empilement de cicatrices laissées par des milliards d'années de bombardements cosmiques, chaque couche racontant un chapitre différent de la violence qui a façonné cette face invisible. Et en mai 2024, les choses sont allées encore plus loin. La mission Chang'e 6 a accompli un exploit que beaucoup jugeaient prématuré. Elle s'est posée sur la face cachée, dans le bassin Apollo, à l'intérieur du gigantesque bassin du pôle sud Aitken, a collecté des échantillons de sol et de roches et les a ramenés sur Terre. Pour la première fois dans l'histoire, des fragments de la face cachée de la Lune se trouvaient dans des laboratoires terrestres, manipulés par des mains humaines, analysés par des instruments de précision. Et les résultats préliminaires ont révélé une composition chimique sensiblement différente de celle des échantillons rapportés par les missions Apollo depuis la face visible, des concentrations différentes en certains éléments, des signatures isotopiques distinctes, des indices d'une histoire thermique et volcanique propre à cette face, une histoire qui ne correspond pas exactement au modèle construit à partir de la seule face visible. Ce que cela signifie est profond. Pendant 60 ans, nous avons construit notre compréhension de la Lune à partir d'une moitié seulement. Nous avons extrapolé. Nous avons supposé que ce que nous observions sur la face visible s'appliquait, avec quelques variations, à l'ensemble de l'astre. Les échantillons de Chang'e 6 suggèrent que cette extrapolation était insuffisante. La face cachée a sa propre histoire, ses propres secrets, ses propres réponses à des questions que nous n'avions même pas pensé à poser. Et tout cela soulève une question vertigineuse. Si nous avons pu nous tromper si profondément sur un objet situé à moins de 400 000 km de nous, un objet que nous pouvons voir à l'œil nu chaque nuit, un objet sur lequel des êtres humains ont marché, alors à quel point nos certitudes sur le reste de l'univers sont-elles fragiles? À quel point notre compréhension du cosmos est-elle biaisée par notre angle de vue limité, par notre position particulière dans l'espace, par les faces que les objets célestes daignent nous montrer? La version officielle de la Lune, celle du monde mort et prévisible, commence à se fissurer. Ce que nous pensions être un chapitre clos de l'exploration spatiale s'avère être une porte qui vient à peine de s'ouvrir. Mais la réalité est beaucoup plus troublante que ce que cette simple introduction laisse entrevoir. Parce que derrière la question de la face cachée se cache un ensemble de phénomènes physiques, de coïncidences cosmiques et de mécanismes destructeurs qui touchent directement à notre survie en tant qu'espèce. La Lune n'est pas simplement un voisin céleste silencieux. Elle est un acteur central dans l'histoire de la vie sur Terre. Et sa face cachée, cette face que nous n'avions jamais vue, détient peut-être la clé d'un des plus grands mystères de notre existence. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord plonger dans le mécanisme extraordinaire qui maintient la Lune prisonnière de sa propre rotation. Ce phénomène étrange qui fait qu'elle nous montre toujours le même visage. Un phénomène que les physiciens appellent le verrouillage gravitationnel. Et quand tu comprendras comment il fonctionne, quand tu saisiras la précision presque suspecte de ce mécanisme, tu commenceras à percevoir quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qui dépasse la simple mécanique céleste. Quelque chose qui touche au fondement même de la réalité telle que nous la percevons. L'histoire de la face cachée de la Lune n'est pas seulement une histoire d'exploration spatiale. C'est une histoire sur ce que l'univers choisit de nous montrer. Et sur ce qu'il choisit de nous dissimuler, imagine une toupie. Une toupie classique, en bois, que tu fais tourner sur une table. Elle tourne sur elle-même à grande vitesse et en même temps, si tu inclines légèrement la table, elle peut se déplacer, décrire des cercles plus larges tout en continuant sa rotation propre. Maintenant, imagine que cette toupie ralentisse progressivement, qu'elle perde de l'énergie, que quelque chose, une force invisible mais constante, freine imperceptiblement sa rotation au fil du temps. Des jours, des semaines, des millions d'années.
des centaines de millions d'années. La toupie tourne de plus en plus lentement sur elle-même, mais elle continue de parcourir son orbite autour du point central. Et puis, un jour, elle atteint un état particulier, un état d'équilibre. Sa rotation propre s'est ajustée avec une précision extraordinaire pour correspondre exactement à la durée de son orbite. Elle met désormais exactement le même temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire un tour complet autour du point central. Et quand cela arrive, quelque chose de remarquable se produit. La même face de la toupie pointe toujours vers le centre. Toujours. Peu importe où elle se trouve sur son orbite, c'est le même côté qui regarde vers l'intérieur. Ce phénomène porte un nom. Les physiciens l'appellent la rotation synchrone, ou verrouillage par effet de marée. En anglais, on dit tidal locking. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la Lune. Sa période de rotation sur elle-même, 27 jours, 7 heures et 43 minutes, est rigoureusement identique à sa période de révolution autour de la Terre. Pas à peu près identique, pas approximativement similaire, rigoureusement, mathématiquement, physiquement identique. Et c'est cette synchronisation parfaite qui fait que, depuis n'importe quel point de la surface terrestre, nous voyons toujours exactement la même face lunaire. L'autre face est condamnée à l'invisibilité. Non pas parce qu'elle est sombre, non pas parce qu'elle est cachée derrière un voile, mais parce que la mécanique gravitationnelle a créé un verrouillage si absolu que la Lune ne peut plus nous montrer son autre visage. Mais comment ce verrouillage s'est-il mis en place ? Pour le comprendre, il faut remonter très loin dans le temps, bien avant les premières formes de vie sur Terre, bien avant les océans, bien avant l'atmosphère telle que nous la connaissons. Il faut remonter à la naissance même de la Lune, un événement d'une violence si extrême qu'il défie l'imagination. L'hypothèse dominante aujourd'hui, celle que la communauté scientifique considère comme la plus solide, porte le nom d'hypothèse de l'impact géant. Selon ce modèle, il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, alors que la Terre était encore un monde jeune, à peine solidifié, recouvert de magma en fusion et bombardé en permanence par des débris cosmiques, un objet de la taille approximative de la planète Mars est entré en collision avec elle. Cet objet hypothétique a reçu un nom. On l'appelle Theia, du nom de la titanide grecque, mère de Sélénée, la déesse de la Lune. Theia n'était pas un astéroïde ordinaire. C'était une protoplanète, un embryon planétaire d'environ 6500 km de diamètre, soit à peu près la moitié de la Terre d'alors. Et elle a frappé notre monde avec une énergie que les chiffres peinent à rendre tangible. La vitesse d'impact estimée se situe entre 4 et 5 km par seconde. Cela peut sembler modeste comparé à la vitesse de la lumière, mais à cette échelle, l'énergie libérée est proprement inconcevable. Les simulations informatiques les plus récentes, réalisées par des équipes de l'université de Durham et du Southwest Research Institute, montrent ce qui se passe dans les minutes, les heures et les jours qui suivent un tel choc. Au moment de l'impact, la croûte terrestre au point de contact est instantanément vaporisée. Pas fondue, vaporisée, transformée en gaz de roche à des températures dépassant 10 000 degrés. L'onde de choc traverse l'intégralité du globe terrestre en quelques minutes, liquéfiant le manteau sur une profondeur de plusieurs centaines de kilomètres. Des quantités phénoménales de matière, un mélange de roches terrestres et de fragments de Theia sont éjectés dans l'espace. Certains débris atteignent des vitesses suffisantes pour échapper à l'attraction terrestre et se dispersent dans le système solaire. Mais une fraction massive de cette matière éjectée reste en orbite autour de la Terre, formant un disque de débris incandescent, un anneau de magma, de gaz et de fragments rocheux qui enserrent la planète comme une ceinture de feu. Et c'est à partir de ce disque que la Lune est née. En un temps remarquablement court à l'échelle géologique, peut-être aussi peu que quelques siècles, voire quelques décennies selon certains modèles, les débris se sont agglomérés sous l'effet de leur propre gravité. Des morceaux se sont heurtés, fusionnés, soudés par la chaleur résiduelle. Un corps sphérique s'est progressivement formé. Un monde nouveau, fait du mélange intime de la matière terrestre et de celle de Theia. Un monde en fusion, rougeoyant dans l'obscurité, suspendu si près de la Terre qu'il devait emplir le ciel d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que voilà un détail que très peu de gens connaissent. Au moment de sa formation,
La Lune n'était pas à 384 000 km de la Terre. Elle était probablement entre 20 000 et 30 000 km, peut-être encore plus près. À cette distance, la Lune dans le ciel terrestre aurait paru gigantesque. Non pas comme le petit disque argenté que nous voyons aujourd'hui, mais comme une présence monumentale, couvrant une portion considérable du ciel. Suffisamment proche pour que les forces de marée entre les deux corps soient d'une intensité colossale. Et ce sont précisément ces forces de marée qui ont déclenché le processus de verrouillage gravitationnel. Pour comprendre les forces de marée, il faut saisir un principe physique fondamental. La gravité n'agit pas uniformément sur un objet étendu. Si tu te tiens debout sur Terre, tes pieds sont légèrement plus proches du centre de la Terre que ta tête. La force gravitationnelle est donc infinitésimalement plus forte sur tes pieds que sur ta tête. Cette différence est tellement minuscule pour un être humain qu'elle est absolument imperceptible. Mais pour un corps de 3474 km de diamètre situé à proximité d'une planète massive, cette différence devient considérable. Le côté de la Lune qui fait face à la Terre est attiré plus fortement que le côté opposé. Cette attraction différentielle crée une déformation. La Lune n'est pas parfaitement sphérique, elle est très légèrement étirée, allongée dans la direction de la Terre. Comme un ballon de rugby dont le grand axe pointerait vers notre planète, ce bourrelet de marée, cette protubérance gravitationnelle, est la clé de tout le mécanisme. Quand la Lune primitive tournait rapidement sur elle-même, beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, ce bourrelet avait tendance à suivre la direction de la Terre, mais la rotation de la Lune l'entraînait légèrement en avance ou en retard par rapport à l'alignement parfait avec la Terre. Ce décalage créait un couple de forces, un moment de torsion gravitationnelle qui agissait comme un frein sur la rotation lunaire. Chaque orbite, la Lune perdait un peu d'énergie rotationnelle. Elle ralentissait, imperceptiblement, mais inéluctablement. Le processus a pris du temps, beaucoup de temps. Les estimations varient, mais la plupart des modèles suggèrent que le verrouillage gravitationnel complet de la Lune s'est établi en quelques dizaines de millions d'années après sa formation. Ce qui, à l'échelle de l'histoire du système solaire, est presque instantané. La Lune est verrouillée depuis plus de 4 milliards d'années. 4 milliards d'années pendant lesquelles elle nous a montré le même visage, sans jamais dévier, sans jamais vaciller, sans jamais nous laisser entrevoir ce qu'elle dissimulait de l'autre côté. Mais il y a une nuance importante que la plupart des gens ignorent. Le verrouillage n'est pas parfait au sens absolu. La Lune n'est pas un objet rigide fixé dans une orientation immuable. Elle oscille, très légèrement, mais elle oscille. Ce phénomène s'appelle la libration. En raison de l'excentricité de son orbite, qui n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse, la Lune accélère quand elle se rapproche de la Terre et ralentit quand elle s'en éloigne. Mais sa rotation propre reste constante. Ce décalage entre la vitesse orbitale variable et la vitesse de rotation constante fait que la Lune semble se balancer très légèrement d'est en ouest au cours de son orbite. Il existe aussi une libration en latitude, causée par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Lune par rapport à son plan orbital, qui fait qu'elle semble osciller du nord au sud. Le résultat combiné de ces librations est que, depuis la Terre, nous ne voyons pas exactement 50% de la surface lunaire. Nous en voyons un peu plus, environ 59% au total, si l'on additionne toutes les zones marginales qui deviennent momentanément visibles grâce à ces oscillations. Mais les 41% restants sont absolument, définitivement invisibles depuis la Terre. Aucun angle, aucune position, aucun moment de l'année ne permet de les apercevoir. Cette zone est l'angle mort permanent de l'humanité. Et maintenant, il faut aborder une question que ce mécanisme ne résout pas. Le verrouillage gravitationnel explique pourquoi nous voyons toujours la même face. Mais il n'explique pas pourquoi les deux faces sont si différentes. Le verrouillage est un phénomène de rotation. Il n'a rien à voir, en principe, avec la géologie de surface. La Lune pourrait très bien être verrouillée gravitationnellement tout en ayant deux faces identiques. Mais ce n'est pas le cas. La face visible est lisse, dominée par ces grandes plaines basaltiques sombres. La face cachée est rugueuse, criblée de cratères, presque dépourvue de mer. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses ont été avancées au fil des décennies. La première, et la plus directe, concerne l'épaisseur de la croûte.
Les données du satellite Grail, lancé par la NASA en 2011 pour cartographier le champ gravitationnel lunaire avec une précision sans précédent, ont révélé une asymétrie spectaculaire. La croûte de la face cachée est en moyenne 10 à 20 km plus épaisse que celle de la face visible. Sur la face visible, la croûte mesure typiquement entre 30 et 40 km. Sur la face cachée, elle atteint 50 à 60 km, voire davantage dans certaines régions montagneuses. Cette différence d'épaisseur a des conséquences directes sur le volcanisme. Quand un grand impact frappe la surface lunaire, il crée un bassin d'effondrement, une dépression gigantesque. Si la croûte est relativement mince, comme sur la face visible, les fractures causées par l'impact peuvent atteindre le manteau sous-jacent, où subsistent encore des poches de magma résiduelles. Ce magma remonte alors à travers les fissures et remplit le bassin, formant ces immenses plaines de basalte noir que nous appelons les mers lunaires. Mais si la croûte est épaisse, comme sur la face cachée, les fractures ne sont pas assez profondes pour atteindre le manteau. Pas de magma, pas de remplissage. Le bassin reste tel quel, un cratère brut, sans lave pour lisser sa surface. C'est pourquoi la face cachée est restée aussi sauvage, aussi tourmentée. Non pas parce qu'elle a subi plus d'impacts, mais parce que les impacts n'ont jamais été suivis par le volcanisme réparateur qui a lissé la face visible. Mais cela soulève immédiatement une autre question. Pourquoi la croûte est-elle plus épaisse sur la face cachée ? D'où vient cette asymétrie fondamentale dans la structure interne de la Lune ? C'est ici que les théories deviennent fascinantes et parfois controversées. Une hypothèse publiée en 2014 par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz propose une explication liée à la chaleur. Dans les premières phases, après l'impact géant, la Lune nouvellement formée était en orbite très proche de la Terre. Les deux corps étaient encore extrêmement chauds, irradiant une chaleur intense. La face de la Lune tournée vers la Terre recevait non seulement sa propre chaleur résiduelle, mais aussi le rayonnement thermique de la Terre en fusion. Un véritable enfer de magma et de roches vaporisées qui émettaient une lumière et une chaleur colossales. La face opposée, celle qui deviendrait la face cachée, regardait vers le froid de l'espace. Elle se refroidissait plus vite, et c'est là que le mécanisme devient subtil. En se refroidissant plus rapidement, la face tournée vers l'espace a commencé à cristalliser avant l'autre. Les minéraux qui se sont solidifiés en premier, notamment les plagioclases, ces silicates d'aluminium et de calcium qui constituent l'essentiel de la croûte lunaire, se sont accumulés préférentiellement du côté le plus froid. La croûte a donc grandi plus vite et plus épaisse sur la face cachée. Du côté visible, la chaleur rayonnée par la Terre maintenait le matériau en fusion plus longtemps, retardant la formation de la croûte et la rendant plus mince. Ce modèle est élégant. Il lie directement l'asymétrie crustale à la proximité initiale de la Terre, ce qui est satisfaisant d'un point de vue physique. Mais il n'est pas le seul en lice. Une hypothèse concurrente, proposée par des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo, invoque un scénario beaucoup plus dramatique. Selon cette théorie, la Lune n'aurait pas été formée seule par l'impact géant. Deux lunes auraient émergé du disque de débris. La Lune principale, celle que nous connaissons, et une lune secondaire plus petite, peut-être 1200 km de diamètre, qui aurait orbité autour de la Terre sur une orbite stable pendant quelques dizaines de millions d'années avant de finir par entrer en collision avec la Lune principale. Mais pas une collision frontale à grande vitesse, une collision lente, presque douce à l'échelle cosmique, à une vitesse de 2 à 3 km par seconde. Plutôt qu'une explosion, cette collision aurait été un écrasement. La petite Lune se serait littéralement aplatie contre la surface de la grande, ajoutant une couche supplémentaire de croûte sur un hémisphère entier. Et cet hémisphère serait devenu la face cachée, avec sa croûte anormalement épaisse, ses montagnes imposantes et son absence de mer. Cette hypothèse, parfois appelée le modèle de la double lune, expliquerait non seulement l'épaisseur de la croûte sur la face cachée, mais aussi la présence de certaines anomalies topographiques, comme les hautes terres situées exactement à l'antipode des grands bassins d'impact de la face visible. Si une petite lune s'est effectivement écrasée sur la face cachée, elle aurait pu créer une surélévation de terrain qui correspondrait à ce que les altimètres laser des sondes orbitales mesuraient aujourd'hui.
Mais aucune de ces deux hypothèses n'a été définitivement prouvée. Les données de Grail apportent des contraintes, mais pas une réponse univoque. Les échantillons de Chang'e 6 pourraient potentiellement trancher le débat, si leur analyse révèle des signatures chimiques compatibles avec l'une ou l'autre théorie. Mais au moment où ces mots sont prononcés, les analyses sont encore en cours. Le mystère reste entier. Et il y a un autre aspect du verrouillage gravitationnel qui mérite d'être exploré, parce qu'il a des conséquences que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Le mécanisme qui a freiné la rotation de la Lune fonctionne aussi dans l'autre sens. La Lune exerce des forces de marée sur la Terre. Ces forces créent les marées océaniques que nous observons quotidiennement, mais elles font aussi quelque chose de plus profond. Elles ralentissent la rotation de la Terre. La Terre tourne de plus en plus lentement. Chaque siècle, la durée du jour augmente d'environ 2 millisecondes. Cela semble dérisoire, et ça l'est à l'échelle d'une vie humaine. Mais à l'échelle géologique, les effets sont considérables. Il y a 620 millions d'années, au début du Cambrien, la journée terrestre ne durait que 21 heures environ. Il y a 1,4 milliard d'années, elle ne durait que 18 heures. La Terre tournait beaucoup plus vite. Les jours étaient plus courts, les vents étaient plus violents, les courants océaniques étaient différents. Et tout cela à cause des forces de marée lunaire qui, lentement, inlassablement, volent de l'énergie rotationnelle à notre planète. Où va cette énergie ? Elle ne disparaît pas. Les lois de la physique l'interdisent. L'énergie rotationnelle perdue par la Terre est convertie en énergie orbitale de la Lune. En d'autres termes, la Lune accélère sur son orbite. Et en accélérant, elle s'éloigne. La Lune recule. Elle s'éloigne de la Terre d'environ 3 cm et 8 mm par an. Ce chiffre a été mesuré directement grâce aux réflecteurs laser déposés sur la surface lunaire par les missions Apollo et la mission soviétique Lunokhod. On envoie un faisceau laser vers la Lune, il rebondit sur le réflecteur et revient vers la Terre. En mesurant le temps de trajet aller-retour avec une précision de l'ordre de la picoseconde, on peut calculer la distance Terre-Lune à quelques millimètres près. Et chaque année, cette distance augmente. Ce recul progressif de la Lune a des implications profondes pour l'avenir lointain du système Terre-Lune. Dans des centaines de millions d'années, la Lune sera significativement plus loin. Les éclipses solaires totales deviendront impossibles, parce que le disque lunaire sera trop petit pour couvrir entièrement le Soleil. Les marées seront plus faibles. La stabilisation de l'axe de rotation terrestre, un rôle crucial que la Lune joue actuellement, sera progressivement affaiblie. Et dans un futur extrêmement lointain, dans des milliards d'années, théoriquement, le processus de verrouillage par marée pourrait s'inverser. La Terre elle-même pourra finir par être verrouillée gravitationnellement à la Lune. Sa rotation ralentirait au point que la durée d'un jour terrestre correspondrait exactement à la durée de l'orbite lunaire. À ce moment-là, la Terre et la Lune se feraient en face en permanence, comme deux danseurs figés. Un hémisphère de la Terre verrait la Lune en permanence dans son ciel, tandis que l'autre hémisphère ne la verrait jamais. Mais ce scénario ne se produira probablement pas, parce que le Soleil deviendra une géante rouge bien avant, dans environ 5 milliards d'années, et engloutira potentiellement les deux corps célestes. Nous avons donc un mécanisme physique, le verrouillage gravitationnel, qui explique pourquoi la face cachée reste invisible. Nous avons des hypothèses prometteuses, mais non confirmée pour expliquer pourquoi elle est géologiquement différente. Nous avons des données récentes, extraordinairement précises, qui affinent notre compréhension, mais ne tranchent pas encore les débats fondamentaux. Et nous avons une certitude dérangeante. La science, dans toute sa rigueur et sa puissance, ne possède pas encore de réponse définitive à l'une des questions les plus simples qu'on puisse poser sur notre voisin céleste le plus proche. Pourquoi la Lune a-t-elle deux visages si différents ? Peut-être que la réponse se trouve dans les échantillons de Chang'e 6, en train d'être analysés dans les laboratoires chinois. Peut-être qu'elle viendra d'une future mission, Chang'e 7 ou 8, prévue pour la fin de cette décennie. Peut-être qu'elle nécessitera une percée théorique que personne n'a encore imaginée. Ou peut-être que la Lune, cet astre que nous croyons si bien connaître, a encore des secrets bien plus profonds à révéler. Des secrets qui ne concernent pas seulement la géologie ou la physique orbitale, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelque chose
qui touche à la nature même des forces qui sculptent les mondes. Des forces d'une violence et d'une puissance qui dépassent tout ce que l'expérience humaine peut concevoir. Le bassin du pôle sud Aitken est la plus grande cicatrice visible sur la Lune. Et c'est l'une des plus grandes structures d'impact connues dans l'ensemble du système solaire. Quand les premières sondes orbitales ont commencé à cartographier la face cachée avec une précision suffisante pour mesurer les altitudes, les scientifiques ont découvert une dépression si colossale qu'elle défiait les modèles existants d'impact planétaire. Ce bassin s'étend sur environ 2500 km de diamètre. Pour donner une échelle de comparaison, la distance entre Lisbonne et Moscou est d'environ 4000 km. Le bassin du pôle sud Aitken couvrirait plus de la moitié de cette distance, et sa profondeur atteint, par endroits, 8,5 km sous le niveau moyen de la surface lunaire environnante. C'est plus profond que la fosse des Mariannes sur Terre, le point le plus bas de nos océans, qui descend à environ 11 km sous la surface de l'eau, mais seulement 2 à 3 km sous le niveau du plancher océanique environnant. Ce bassin n'est pas simplement grand, il est anormalement grand. Il approche les limites théoriques de ce qu'un impact peut créer sur un corps de la taille de la Lune sans le détruire complètement. Les simulations numériques montrent que l'objet responsable de cette cicatrice devait mesurer entre 160 et 200 km de diamètre. Un astéroïde ou une comète de cette taille, c'est un monde en miniature. Un corps rocheux suffisamment massif pour posséder sa propre gravité significative. Suffisamment grand pour être visible à l'œil nu depuis la Terre si on le plaçait à la distance de la Lune. Et cet objet a frappé la surface lunaire à une vitesse estimée entre 10 et 20 km par seconde. Ce qui s'est passé au moment de cet impact dépasse notre capacité d'imagination ordinaire. À 20 km par seconde, un objet de 160 km ne s'écrase pas simplement sur la surface. Il la traverse, ou plutôt, il pénètre la croûte comme un point dans de l'argile. L'énergie cinétique convertie en chaleur au point d'impact est si intense que la roche ne se fracture pas. Elle ne se brise pas. Elle se vaporise instantanément dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour du point de contact. Une bulle de gaz de roche se forme, une sphère de silicate vaporisée à des dizaines de milliers de degrés, qui se dilate à une vitesse supersonique. L'onde de choc qui se propage dans la croûte lunaire la fracture sur des centaines de kilomètres de profondeur. Le manteau sous-jacent, cette couche de roche partiellement fondue, située entre la croûte et le noyau, est exposé. Le fond du bassin d'impact n'est plus de la croûte lunaire, c'est du manteau mis à nu, de la roche profonde arrachée aux entrailles de la Lune et projetée à la surface. Et c'est exactement ce que les données spectroscopiques des sondes orbitales ont confirmé. Le fond du bassin du pôle sud Aitken présente une composition chimique distincte de la croûte lunaire classique. Les concentrations en fer et en magnésium sont sensiblement plus élevées, ce qui est cohérent avec du matériau mantélique remonté à la surface par la violence de l'impact. C'est une fenêtre ouverte directement sur les profondeurs de la Lune. Un trou si grand et si profond qu'il a percé la croûte de part en part et exposé des couches géologiques que nous n'aurions jamais pu observer autrement. C'est précisément pour cette raison que la Chine a choisi de poser Chang'e 4 et Chang'e 6 dans cette région. Le bassin du pôle sud Aitken est un laboratoire naturel. Chaque rocher a sa surface, chaque grain de poussière, chaque fragment minéral porte en lui des informations sur la structure interne de la Lune, sur la composition de son manteau, sur les conditions qui régnaient lors de l'impact originel. Les échantillons ramenés par Chang'e 6 ne sont pas de simples cailloux lunaires. Ce sont potentiellement des fragments du manteau profond de la Lune, des morceaux d'un monde intérieur qui n'avait jamais été directement accessible jusqu'à présent. Mais le bassin du pôle sud Aitken n'est pas le seul cratère remarquable de la face cachée. Il est le plus grand, mais il est loin d'être le seul à raconter une histoire de violence cosmique. La face cachée tout entière est un catalogue d'impact, une chronologie de destruction écrite dans la roche, et chaque cratère correspond à un événement spécifique dans l'histoire du système solaire. Le cratère Hertzsprung, par exemple, mesure 536 km de diamètre. C'est un bassin à anneaux multiples, un type de structure d'impact qui se forme lorsque l'énergie du choc est si grande que le rebond de la croûte après l'impact crée plusieurs cercles concentriques de montagnes,
comme les rides qui se forment à la surface d'un étang quand on y jette une pierre, mais figées en permanence dans la roche. Les parois extérieures de Hertzsprung s'élèvent à plus de 3 km au-dessus du fond du cratère. À l'intérieur, un anneau interne de montagne dessine un cercle presque parfait de 250 km de diamètre. Ce type de structure n'existe pas sur la face visible de la Lune, ou du moins, pas dans cet état de préservation. Sur la face visible, les grands bassins d'impact ont été remplis par les coulées de lave basaltique, effaçant les détails topographiques, lissant les anneaux, noyant les reliefs sous des kilomètres d'épaisseur de roches fondues, puis resolidifiées. Sur la face cachée, ces structures sont restées intactes, figées dans leur état originel depuis des milliards d'années, comme des photographies instantanées de la violence qui les a créées. Le cratère Korolev, nommé en l'honneur de Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique, mesure 437 km de diamètre. Son fond est remarquablement plat pour un cratère de cette taille, ce qui suggère qu'une fine couche de lave a réussi à s'infiltrer malgré l'épaisseur de la croûte, sans toutefois remplir le bassin au point de créer une véritable mer lunaire. C'est un cas intermédiaire, un exemple de volcanisme limité sur la face cachée, comme si le magma avait tenté de percer, mais n'avait pas eu assez de force pour achever son travail. Le cratère Apollo, situé à l'intérieur même du bassin du pôle sud Aitken, fait environ 538 km de diamètre. C'est dans ce cratère que Chang'e 6 s'est posé en 2024. La particularité d'Apollo est qu'il représente un impact secondaire, un cratère formé à l'intérieur d'un bassin préexistant. L'impact qui a créé le bassin du pôle sud Aitken a eu lieu en premier, creusant cette dépression colossale dans la croûte. Puis, des millions ou des centaines de millions d'années plus tard, un autre objet a frappé l'intérieur de ce bassin, créant le cratère Apollo dans un sol qui était déjà constitué de matériaux profonds remontés par le premier impact. Les échantillons prélevés par Chang'e 6 dans ce cratère sont donc doublement intéressants. Ils ont été remaniés 2 fois par des impacts majeurs. Ils contiennent potentiellement un mélange de croûte originelle, de matériaux mantéliques remontés par le premier impact et de débris créés par le second. C'est un puzzle géologique d'une complexité extraordinaire, et les géochimistes qui analysent ces échantillons dans les laboratoires de Pékin le savent parfaitement. Et puis, il y a un détail que les cartographies orbitales ont révélé et qui ajoute encore une couche de mystère à la géographie de la face cachée. Les concentrations de masse, que les scientifiques appellent mascons. Ce sont des régions où la gravité locale est anormalement élevée, trahissant la présence de concentrations de matière dense sous la surface. Sur la face visible, les mascons sont bien connus. Ils sont situés sous les grandes mers lunaires et correspondent à des accumulations de basalte dense qui ont rempli les bassins d'impact. Mais sur la face cachée, la répartition des mascons est différente. Moins nombreux, mais présents dans certains grands cratères, ils posent des questions sur la distribution des matériaux denses dans le sous-sol lunaire. Le mascon du bassin du pôle sud Aitken est particulièrement intrigant. En 2019, une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters par une équipe de l'université Baylor a révélé l'existence d'une anomalie gravitationnelle massive sous le bassin, correspondant à une concentration de matière estimée à environ 2,4 milliards de tonnes. Cette masse excédentaire pourrait être le résidu métallique de l'impacteur lui-même, le noyau de fer et de nickel de l'astéroïde géant qui a creusé le bassin, resté enfoui sous la surface comme un fantôme métallique enterré depuis des milliards d'années. 2,4 milliards de tonnes de métal, enfouies sous la plus grande cicatrice de la Lune. Un vestige direct de l'objet destructeur, piégé pour l'éternité dans les entrailles de la face cachée. Ce n'est pas de la spéculation, c'est ce que les données gravimétriques indiquent. Et si cette interprétation est correcte, cela signifie que la face cachée de la Lune n'est pas seulement couverte de cratères. Elle contient dans ses profondeurs les restes des objets qui l'ont frappée, comme des éclats d'obus restés dans le corps d'un soldat après une bataille. Ces découvertes spécifiques, cratère par cratère, couche par couche, commencent à moi à dessiner un portrait de la face cachée qui va bien au-delà de la simple différence esthétique avec la face visible. La face cachée est un registre, un archive,
un enregistrement quasi intact de l'histoire violente du système solaire primitif. Et cette histoire est profondément liée à un épisode que les planétologues appellent le grand bombardement tardif. Il y a environ 4 milliards d'années, peut-être un peu moins, quelque chose a changé dans l'architecture du système solaire. Les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont subi une réorganisation orbitale. Les modèles les plus récents, notamment celui connu sous le nom de modèle de Nice, du nom de la ville française où il a été développé à l'Observatoire de la Côte d'Azur, suggèrent que Jupiter et Saturne sont passés par une résonance orbitale, un alignement mathématique de leur période de révolution qui a déstabilisé l'ensemble du système solaire externe. Neptune a été propulsé vers l'extérieur, traversant la ceinture de Kuiper, cette vaste réserve de corps glacés située au-delà de son orbite actuelle. Ce passage a éjecté des milliers, peut-être des millions de comètes et d'astéroïdes vers le système solaire interne. Pendant une période estimée entre 50 et 200 millions d'années, un déluge de projectiles s'est abattu sur les planètes intérieures. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et bien sûr la Lune. La surface de la Terre ne conserve presque aucune trace de cet épisode, parce que la tectonique des plaques, l'érosion par l'eau et le vent, et l'activité volcanique ont effacé les cicatrices au fil des milliards d'années. La Terre recycle sa surface en permanence, mais la Lune ne le fait pas. La Lune n'a pas de tectonique des plaques, pas d'eau liquide, pas de vent, pas d'érosion significative. Les cratères formés il y a 4 milliards d'années sont encore là aujourd'hui, presque aussi nets qu'au moment de leur formation. Et la face cachée, avec sa croûte épaisse qui a empêché le volcanisme de venir lisser les choses, est le meilleur enregistrement existant de cette période cataclysmique. Chaque grand cratère de la face cachée est potentiellement un témoin direct du grand bombardement tardif. Hertzsprung, Korolev, Apollo, von Karman, Mendeleev, Tsiolkovsky, chacun de ces noms correspond à un impact spécifique, un moment précis où un corps céleste de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres a percuté la surface lunaire avec une énergie capable de raser un continent terrestre. Et en datant ces cratères, en analysant la composition de leurs éjectats, en mesurant la profondeur de leurs bassins, les scientifiques peuvent reconstruire la chronologie et l'intensité du bombardement. Ils peuvent compter les impacts, estimer leur fréquence, calculer la masse totale de matière qui s'est abattue sur la Lune, et par extension sur la Terre. Et les chiffres sont terrifiants. Pendant le grand bombardement tardif, on estime que la Terre a reçu des milliers d'impacteurs de plus d'1 kilomètre de diamètre, et potentiellement plusieurs dizaines d'objets de plus de 100 km de diamètre. Pour mettre cela en perspective, l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, celui qui a creusé le cratère de Chicxulub dans la péninsule du Yucatan au Mexique, mesurait environ 12 km de diamètre. Un seul impact de 12 km a suffi pour éradiquer 75% des espèces vivantes sur Terre. Pendant le grand bombardement tardif, des objets 10 fois plus grands ont frappé notre planète à répétition. La transition entre ce que la face cachée nous apprend sur le passé et ce que cela signifie pour les processus destructeurs de l'univers est directe, brutale, inévitable. Parce que les mêmes forces qui ont sculpté la face cachée de la Lune sont toujours à l'œuvre. Le système solaire s'est considérablement calmé depuis le grand bombardement tardif. La grande majorité des projectiles ont été balayés, absorbés, éjectés, mais pas tous. Il reste des millions d'astéroïdes en orbite dans le système solaire interne. Il reste des comètes imprévisibles qui surgissent pour des profondeurs de l'espace interstellaire avec des trajectoires que nous ne pouvons pas toujours anticiper. La violence cosmique n'a pas disparu. Elle s'est simplement raréfiée et la Lune continue de recevoir des impacts. Pas des impacts géants comme ceux du grand bombardement tardif, mais des impacts réguliers, mesurables, observables. Chaque année, environ 300 météorites de plus d'1 kilogramme frappent la surface lunaire. Des flashs lumineux causés par ces impacts sont régulièrement détectés par des télescopes terrestres. En mars 2013, un impact sur la face visible a produit un flash aussi brillant qu'une étoile de magnitude 4, visible pendant une fraction de seconde. L'objet responsable ne mesurait qu'environ 40 cm de diamètre, mais il a frappé la surface à une vitesse de 25 km par seconde, creusant un cratère de plus de 20 mètres de diamètre.
Sur la face cachée, ces impacts se produisent avec la même fréquence, mais nous ne pouvons pas les observer directement depuis la Terre. Nous ne découvrons les nouveaux cratères que lorsqu'une sonde orbitale survole la zone et compare ces images avec des photographies antérieures. Le Lunar Reconnaissance Orbité de la NASA, en orbite autour de la Lune depuis 2009, a identifié des centaines de nouveaux cratères apparus pendant sa mission. Certains sur la face cachée, confirmant que le bombardement cosmique se poursuit sans interruption. La face cachée de la Lune n'est donc pas seulement un registre du passé. Elle est un témoignage vivant de la violence permanente de l'environnement spatial. Et ce qui est troublant, profondément troublant, c'est que cette violence ne concerne pas seulement la Lune. Chaque objet qui frappe la Lune aurait pu, dans des circonstances légèrement différentes, avec une trajectoire infinitésimalement modifiée, frapper la Terre à la place. La Lune et la Terre partagent le même voisinage cosmique. Elles naviguent dans le même espace, croisent les mêmes débris, affrontent les mêmes menaces. La différence, c'est que la Terre possède une atmosphère qui désintègre les plus petits projectiles et une biosphère qui cicatrise les impacts moyens. Mais pour les grands impacts, ceux qui creusent dans des bassins de plusieurs centaines de kilomètres, l'atmosphère est insignifiante. C'est comme essayer d'arrêter un train lancé à pleine vitesse avec une feuille de papier. Et c'est ici que la face cachée de la Lune cesse d'être un simple objet de curiosité scientifique et devient quelque chose de beaucoup plus profond. Un miroir, un avertissement, un rappel silencieux et permanent de ce que l'univers est capable de faire à un monde sans protection. La Lune porte sur sa face invisible les stigmates de chaque catastrophe qu'elle a subie. Elle les conserve intactes, sans les effacer, sans les atténuer, comme un corps qui ne guérirait jamais de ses blessures. Et en étudiant ces blessures, nous n'étudions pas seulement l'histoire de la Lune, nous étudions l'histoire de la Terre. Parce que tout ce que la Lune a subi, la Terre l'a subi aussi. La seule différence, c'était que la Terre a appris à cacher ses cicatrices. Mais les forces qui ont créé ces cicatrices n'ont pas disparu. Elles sont toujours là, tapies dans les trajectoires invisibles des objets errants, dans les perturbations gravitationnelles subtiles des planètes géantes, dans les interactions chaotiques qui peuvent, à tout moment, envoyer un nouveau projectile vers le système solaire interne. Et quand on commence à examiner de près l'énergie que ces impacts libèrent, quand on fait les calculs, quand on compare ces chiffres avec tout ce que la civilisation humaine a jamais produit comme puissance destructrice, on réalise à quel point notre conception de la violence est dérisoire. L'arme nucléaire la plus puissante jamais détonée par l'humanité s'appelle la Tsar Bomba. Elle a été testée par l'Union soviétique le 30 octobre 1961 au-dessus de l'archipel de la Nouvelle-Zambie, dans l'océan Arctique. Sa puissance était de 50 mégatonnes de TNT, 50 millions de tonnes d'explosifs conventionnels. L'éclair de l'explosion a été visible à plus de 1000 km. L'onde de choc a fait le tour de la Terre 3 fois. Le champignon atomique a atteint une altitude de 67 km, bien au-delà de la stratosphère, pénétrant dans la mésosphère. Les vitres ont été brisées dans des bâtiments situés à 900 km du point de détonation. À ce jour, c'est la plus grande libération d'énergie instantanée jamais provoquée par des êtres humains. Maintenant, prenons cette énergie comme unité de mesure. 50 mégatonnes. Gardons ce chiffre en tête et comparons-le avec les forces qui ont sculpté la face cachée de la Lune. L'impact qui a créé le cratère von Karman, celui où Chang'e 4 s'est posé, a libéré une énergie estimée à environ 1 milliard de mégatonnes. 1 milliard de tsar bombas. Détonés simultanément, en un seul point, en une fraction de seconde. Le cratère von Karman mesure 186 km de diamètre. C'est un cratère de taille moyenne pour la face cachée. Moyenne. L'impact qui a créé le bassin du pôle sud Aitken, cette cicatrice de 2500 km dont la profondeur atteint 8 km et demi, a libéré une énergie d'un tout autre ordre. Les estimations les plus récentes, basées sur des simulations hydrodynamiques tridimensionnelles réalisées par des équipes de l'Université Brown et du Laboratoire national de Los Alamos, situent l'énergie de cet impact entre 100 000 milliards et 1 million de milliards de mégatonnes. C'est un chiffre qui n'a aucune résonance intuitive. L'esprit humain
n'est pas équipée pour donner un sens à de telles quantités. Alors, essayons une autre approche. Si tu prenais toutes les armes nucléaires existant actuellement sur Terre, les arsenaux combinés de tous les pays nucléaires du monde, environ 12 500 ogives d'une puissance moyenne d'environ 500 kilotonnes chacune, et que tu les faisais exploser simultanément, tu obtiendrais environ 6 250 mégatonnes. L'impact du pôle Sud-Aitken a libéré une énergie au moins 16 milliards de fois supérieure à l'arsenal nucléaire mondial combiné. Et ce n'est même pas l'impact le plus violent qu'un corps du système solaire ait jamais subi. L'impact qui a formé le bassin d'Hellas sur Mars, une dépression de 2300 km de diamètre et de 7 km de profondeur, a libéré une énergie comparable. L'impact qui a créé le bassin Caloris sur Mercure, 1550 km de diamètre, a été si violent que l'onde de choc a traversé l'intégralité de la planète et a convergé au point diamétralement opposé, l'antipode, créant un terrain chaotique de collines et de fractures, là où les ondes sismiques se sont superposées et amplifiées. Mercure a littéralement tremblé comme une cloche frappée par un marteau cosmique, et les vibrations étaient si intenses que la surface s'est déformée de manière permanente à l'exact opposé du point d'impact. Imagine un instant ce que cela signifie. Une force si grande qu'elle traverse un monde entier de 4 879 km de diamètre et reste encore suffisamment puissante de l'autre côté pour remodeler le paysage. Mais ces impacts planétaires, aussi colossaux soient-ils, ne représentent qu'un niveau dans la hiérarchie de la violence cosmique. Pour atteindre le niveau suivant, il faut quitter le système solaire. Il faut regarder les étoiles. Et quand on le fait, l'échelle de destruction change de manière si radicale qu'elle rend les impacts d'astéroïdes presque insignifiants. Le 1er juillet 2015, le télescope spatial ASASSN a détecté un événement dans une galaxie située à environ 3,8 milliards d'années-lumière de la Terre. Un flash de lumière d'une intensité stupéfiante, catalogué sous le nom ASASSN15LH. Pendant plusieurs semaines, cet événement a brillé avec une luminosité de 570 milliards de fois celle du Soleil. Pas 570 fois. Pas 570 000 fois. 570 milliards de fois. Un seul événement, dans un seul point de l'espace, émettant plus de lumière que des centaines de galaxies entières combinées. Cet événement a été classé comme une supernova superlumineuse, une catégorie d'explosion stellaire si extrême qu'elle défie encore les modèles théoriques. Les supernovas ordinaires, celles qui marquent la mort des étoiles massives, sont déjà d'une puissance inimaginable. Quand une étoile d'au moins 8 masses solaires épuise son carburant nucléaire, son cœur s'effondre en une fraction de seconde, passant d'un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres à une sphère de seulement 20 à 30 kilomètres. Cette contraction libère une quantité d'énergie gravitationnelle estimée à environ 3 fois 10 puissance 46 joules. En une seule seconde, une supernova ordinaire émet plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Et les supernovas superlumineuses comme ASASSN15LH sont 10 à 100 fois plus puissantes encore. Mais pourquoi parler de supernovas dans un récit consacré à la face cachée de la Lune ? Parce que les deux sujets sont liés d'une manière que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Les supernovae ne se contentent pas de briller. Elles émettent des quantités massives de rayonnement à haute énergie, des rayons gamma, des rayons X, des particules chargées accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Et ces rayons cosmiques voyagent à travers la galaxie, traversent les distances interstellaires et finissent par atteindre tous les objets qu'ils rencontrent sur leur chemin, y compris la Lune, y compris la Terre. La Terre possède 2 boucliers naturels contre les rayons cosmiques. Le premier est son champ magnétique. La magnétosphère, une bulle invisible de lignes de force magnétique qui dévie la plupart des particules chargées et les canalise vers les pôles, où elle crée les aurores boréales et australes. Le second est son atmosphère, une couche de gaz de plus de 100 km d'épaisseur qui absorbe la majeure partie du rayonnement résiduel que la magnétosphère laisse passer. Ces 2 boucliers combinés
font de la surface terrestre un environnement relativement protégé contre les radiations cosmiques. La Lune ne possède ni l'un ni l'autre, pas de champ magnétique global significatif, pas d'atmosphère. Sa surface est exposée directement, sans aucune protection, au bombardement permanent des rayons cosmiques. Chaque particule de haute énergie qui arrive depuis l'espace profond frappe le sol lunaire sans entrave, pénétrant le régolithe sur une profondeur de quelques mètres, interagissant avec les atomes de la roche, créant des réactions nucléaires secondaires, produisant des isotopes radioactifs qui n'existent pas naturellement à la surface de la Terre. Et c'est ici que la face cachée révèle un aspect inattendu de son importance scientifique. La face cachée de la Lune est le seul endroit du système solaire interne qui est en permanence protégé contre une source spécifique de radiation, la Terre elle-même. Notre planète émet un flux constant de particules chargées, de rayonnements radio, de signaux électromagnétiques artificiels produits par notre civilisation technologique. Toutes ces émissions baignent la face visible de la Lune, mais elles ne franchissent pas la barrière physique que constitue le corps lunaire. La face cachée, protégée par 3474 km de roches, est un sanctuaire de silence électromagnétique, l'endroit le plus silencieux, du point de vue radio, de tout le système solaire interne. C'est pourquoi les astronomes rêvent depuis des décennies d'installer un radiotélescope sur la face cachée de la Lune. Libéré de toute interférence terrestre, un tel instrument pourrait détecter des signaux d'une faiblesse inimaginable, des échos du cosmos primitif, des ondes radio émises par les premières étoiles et les premières galaxies, qui sont actuellement noyées dans le bruit électromagnétique que notre civilisation déverse dans l'espace. Le projet Farside, proposé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, prévoit le déploiement d'un réseau de 128 antennes dipôles sur la face cachée, capables de capter des ondes radio à des fréquences inférieures à 1 MHz, des fréquences totalement inaccessibles depuis la Terre, parce que notre ionosphère les bloque complètement. Ce silence radio de la face cachée est un trésor scientifique inestimable, mais il est aussi le symptôme d'une réalité plus large. La face cachée est exposée, non pas au bruit humain, mais au cosmos brut, aux rayons cosmiques galactiques, aux vents solaires non filtrés, aux éruptions de particules que le Soleil projette dans l'espace lors de ses colères magnétiques. Les événements de particules solaires, ce que les physiciens appellent les SPE, pour Solar Particle Events, sont des phénomènes d'une violence considérable. Quand le Soleil subit une éruption majeure, il peut éjecter en quelques heures des milliards de tonnes de plasma magnétisé dans l'espace, à des vitesses atteignant 3000 km par seconde. Ces éjections de masse coronale, ou CME, transportent avec elles des protons et des ions lourds accélérés à des énergies colossales. Sur Terre, la magnétosphère et l'atmosphère nous protègent. Sur la Lune, il n'y a rien entre la surface et ces torrents de particules mortelles. L'événement solaire le plus violent jamais mesuré directement s'est produit en août 1972, entre les missions Apollo 16 et Apollo 17. Un événement de particules solaires d'une intensité exceptionnelle a frappé le système solaire interne. Les flux de protons à haute énergie mesurés par les instruments en orbite terrestre ont atteint des niveaux qui auraient été potentiellement mortels pour un astronaute exposé en surface lunaire sans protection adéquate. Si cet événement s'était produit quelques mois plus tôt, pendant Apollo 16, ou quelques mois plus tard, pendant Apollo 17, des astronautes auraient pu recevoir une dose de radiation suffisante pour provoquer un syndrome d'irradiation aiguë, des nausées, des vomissements, des brûlures de la peau, et potentiellement la mort dans les jours ou semaines suivants. Par un pur hasard de calendrier, aucune mission Apollo ne se trouvait à la surface lunaire à ce moment-là. Cet événement de 1972 est bien documenté, mais il est loin d'être le plus violent que le Soleil ait jamais produit. Le 1er septembre 1859, un astronome britannique nommé Richard Carrington a observé directement, à travers son télescope, une éruption solaire d'une intensité sans précédent. L'événement de Carrington, comme on l'appelle désormais, a provoqué une tempête géomagnétique si puissante que des aurores boréales ont été observées jusqu'à Cuba, jusqu'en Colombie, jusqu'aux tropiques. Les systèmes télégraphiques à travers l'Europe et l'Amérique du Nord ont été détruits. Des opérateurs de télégraphe
ont reçu des décharges électriques. Certains appareils ont continué à fonctionner alors qu'ils avaient été débranchés, alimentés uniquement par les courants électriques induits dans les lignes par la tempête magnétique. Si un événement de cette magnitude frappait la Terre aujourd'hui, avec notre dépendance totale aux réseaux électriques, aux satellites et aux systèmes de communication électronique, les conséquences seraient catastrophiques. Des estimations de la National Academy of Sciences des États-Unis, publiées en 2008, évaluent les dommages potentiels à plus de 2000 milliards de dollars, avec des pannes électriques pouvant durer des mois, voire des années, dans certaines régions. Et l'événement de Carrington n'est probablement pas le plus violent que le Soleil ait jamais produit au cours de l'histoire récente. En 2012, une étude publiée dans la revue Nature Communication par une équipe de l'université de Nagoya a analysé les anneaux de croissance de cèdres japonais anciens et a identifié une augmentation brutale du carbone 14 datant de l'année 774 ou 775 de notre ère. Le carbone 14 est produit dans l'atmosphère terrestre par l'interaction des rayons cosmiques avec les atomes d'azote. Une augmentation soudaine de sa concentration dans les anneaux de croissance des arbres indique un afflux massif de particules de haute énergie à cette époque. L'ampleur de cette anomalie suggère un événement solaire, ou possiblement une autre source de rayonnement cosmique, d'une intensité 10 à 20 fois supérieure à l'événement de Carrington. 10 à 20 fois. Un tel événement, s'il se produisait aujourd'hui, pourrait endommager des satellites en orbite, perturber les systèmes de navigation globale, induire des courants destructeurs dans les réseaux électriques à haute tension et exposer les équipages des avions de ligne volant à haute altitude à des doses de radiation significatives. Sur la face cachée de la Lune, sans atmosphère ni champ magnétique, un tel événement déposerait son énergie directement dans le sol. Les protons de haute énergie pénétreraient le régolithe, y laissant des traces mesurables, des signatures isotopiques que les scientifiques peuvent utiliser pour reconstruire l'historique des éruptions solaires sur des millions d'années. Le sol de la face cachée est un détecteur de radiation naturelle, un enregistreur passif de chaque tempête solaire, de chaque sursaut de rayons cosmiques, de chaque événement violent que le Soleil et la galaxie ont infligé au système solaire interne. Les échantillons de régolithe ramenés par Chang'e 6 pourraient potentiellement contenir l'enregistrement de tempêtes solaires qui se sont produites il y a des milliards d'années. Des événements dont nous n'avons aucune trace sur Terre parce que notre planète efface continuellement les indices de son passé. Mais les radiations solaires, aussi dangereuses soient-elles, ne représentent que le niveau local de la violence cosmique. Pour atteindre les véritables extrêmes, il faut considérer un phénomène qui fait des éruptions solaires un murmure en comparaison, les sursauts gamma. Les sursauts gamma, ou GRB, pour Gamma Ray Bursts, sont les événements les plus violents de l'univers observable après le Big Bang lui-même. Découvert par hasard en 1967 par les satellites militaires américains Vela, initialement conçus pour détecter les essais nucléaires atmosphériques soviétiques, ces flashs de rayonnement gamma proviennent de distances cosmologiques, des milliards d'années-lumière. Et pourtant, ils sont détectables depuis la Terre. Un sursaut gamma typique dure entre quelques millisecondes et quelques minutes. Pendant cette brève durée, il émet plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Certains sursauts gamma longs, ceux qui durent plus de 2 secondes, sont associés à l'effondrement de certaines étoiles massives en trous noirs. Au moment de l'effondrement, 2 jets de matière et de rayonnement sont éjectés au pôle de l'étoile mourante, à des vitesses atteignant 99,99% de la vitesse de la lumière. Si l'un de ces jets pointe dans notre direction, nous recevons un flash de rayons gamma d'une intensité prodigieuse. Le 9 octobre 2022, un sursaut gamma baptisé GRB 221009A a été détecté par les observatoires spatiaux Fermi et Swift. Il a été immédiatement surnommé BOAT, pour Brightest of All Time, le plus brillant de tous les temps. Et ce surnom n'était pas exagéré. GRB 221009A était le sursaut gamma le plus intense jamais enregistré par des instruments humains, surpassant tout ce qui avait été observé depuis le début de l'ère spatiale. Il provenait d'une galaxie située à environ 2,4 milliards d'années-lumière. Et malgré cette distance colossale, il a été suffisamment puissant
pour perturber mesurément l'ionosphère terrestre, cette couche d'atmosphère ionisée située entre 60 et 1000 km d'altitude. Un événement survenu à 2,4 milliards d'années-lumière a physiquement affecté l'atmosphère de notre planète. L'amplitude de cette perturbation était comparable à celle produite par une éruption solaire majeure, alors que la source se trouvait à une distance des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Maintenant, imagine un instant qu'un sursaut gamma de cette puissance se produise, non pas à 2,4 milliards d'années-lumière, mais à quelques milliers d'années-lumière, dans notre propre galaxie, pointée vers nous. Les modèles théoriques développés par des équipes de l'Université du Kansas et de la NASA montrent qu'un sursaut gamma, survenant à moins de 6500 années-lumière de la Terre et pointé dans notre direction, pourrait avoir des conséquences biologiques catastrophiques. Le flash de rayons, gamma, détruirait une fraction significative de la couche d'ozone, exposant la surface terrestre à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet solaire pendant des années. Les réactions chimiques déclenchées dans l'atmosphère par les rayons gamma produiraient du dioxyde d'azote en quantité suffisante pour obscurcir le ciel et provoquer un refroidissement global. La combinaison de l'augmentation des UV et du refroidissement climatique pourrait déclencher une extinction de masse comparable au pire que la Terre ait connu. Et certains scientifiques pensent que cela s'est déjà produit. Une hypothèse publiée en 2004 par les astrophysiciens Adrian Melott et Brian Thomas de l'Université du Kansas suggère qu'un sursaut gamma pourrait être responsable de l'extinction massive de l'Ordovicien tardif, il y a environ 445 millions d'années. La deuxième plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre, au cours de laquelle environ 85% des espèces marines ont disparu. Cette hypothèse reste spéculative, car il est extrêmement difficile de trouver des preuves directes d'un événement de rayonnement survenu il y a près d'un demi-milliard d'années. Mais la physique le permet, les calculs sont solides, la possibilité est réelle. Et c'est ici que la face cachée de la Lune pourrait, une fois encore, détenir des indices précieux. Si un sursaut gamma majeur a effectivement frappé le système solaire dans un passé géologique, il aurait laissé des traces dans le régolithe lunaire. Des isotopes spécifiques produits par l'interaction des rayons gamma avec la roche, des modifications de la structure cristalline des minéraux de surface, des signatures chimiques qui, contrairement à celles de la Terre, n'auraient pas été effacées par l'érosion ou la tectonique. La face cachée, avec son sol ancien et intact, est potentiellement un enregistreur de sursauts gamma passés. Un détecteur de catastrophes cosmiques à l'échelle galactique. Un témoin silencieux de violences si extrêmes que la Terre elle-même n'a pas conservé la mémoire de leur passage. Et il y a un événement récent qui rappelle avec une intensité particulière la réalité permanente de ces menaces. Le 27 avril 2020, un magnétar situé dans notre propre galaxie, à environ 30 000 années-lumière de la Terre, a émis un sursaut radio rapide d'une intensité jamais observée depuis une source galactique. Ce magnétar, catalogué sous le nom SGR 1935+2154, est une étoile à neutrons possédant le champ magnétique le plus puissant connu dans l'univers, un quadrillion de fois celui de la Terre. Les magnétars sont les cadavres des étoiles les plus massives, des objets d'à peine 20 km de diamètre, mais d'une densité si extrême qu'une cuillère à café de leur matière pèserait environ 1 milliard de tonnes. Et quand leur champ magnétique se réarrange, quand les tensions accumulées dans leur croûte se libèrent brutalement, ils émettent des flashs de rayonnement d'une puissance terrifiante. Si ce magnétar avait été situé, non pas à 30 000 années-lumière, mais à quelques dizaines d'années-lumière, le flash aurait été suffisant pour stériliser la surface de tout monde non protégé dans un rayon considérable. La Lune, sans atmosphère ni champ magnétique, aurait reçu la totalité de l'énergie. Son sol aurait été irradié en surface, tournant. Et la trace de cet événement aurait été inscrite dans sa poussière pour des millions d'années. Les chiffres que nous avons traversés au cours de cette exploration de la violence cosmique dessinent un portrait de l'univers radicalement différent de celui que notre expérience quotidienne nous donne. Nous vivons dans un monde où la violence se mesure en guerre, en tremblements de terre, en ouragans. L'univers opère à une échelle où un seul événement peut libérer plus d'énergie que toutes les étoiles d'une galaxie réunie.
où un flash de lumière de quelques secondes peut stériliser des mondes à des milliers d'années-lumière de distance, où un impact d'astéroïde peut remodeler la surface d'une planète en une fraction de seconde, où une étoile mourante peut devenir, pendant un bref instant, le phare le plus lumineux de l'univers observable. Et au milieu de cette violence, la face cachée de la Lune flotte en silence, accumulant patiemment les cicatrices, enregistrant les événements, conservant les preuves. Un témoin qui ne parle pas, mais qui n'oublie rien. Un carnet de bord cosmique écrit en cratères, en isotopes et en minéraux fracturés. La question qui reste ouverte, et qui hante les chercheurs qui étudient ces phénomènes, est d'une simplicité désarmante. Quand le prochain événement majeur se produira-t-il? Pas si, quand? Parce que dans un univers où la violence est la norme et la tranquillité l'exception, le calme relatif dont la Terre bénéficie depuis 66 millions d'années, depuis l'impact de Chicxulub, n'est qu'une pause, une respiration, un entracte dans un spectacle dont nous ne connaissons ni le scénario ni la durée. Il existe une photographie prise le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17, la dernière mission habitée vers la Lune. Cette photographie est connue sous le nom de Blue Marble, la bille bleue. Elle montre la Terre entière, suspendue dans le vide, éclairée par le soleil, avec l'Afrique et l'Antarctique visibles sous une fine mosaïque de nuages blancs. C'est l'une des images les plus reproduites de l'histoire humaine. Elle a été imprimée sur des affiches, des timbres, des couvertures de livres, des drapeaux de mouvements écologistes. Elle est devenue un symbole, le symbole de notre fragilité. Mais il existe une autre photographie, beaucoup moins connue, beaucoup moins reproduite et infiniment plus troublante. Elle a été prise le 5 février 2020 par le rover U-22, sur la face cachée de la Lune. On y voit un paysage de désolation grise, un sol poussiéreux parsemé de roches anguleuses, un horizon courbe et vide, sans ciel bleu, sans nuages, sans la moindre trace de couleur. Et quelque part, au-delà de cet horizon, invisible, inatteignable, se trouve la Terre. Mais depuis la face cachée, on ne la voit pas, on ne peut pas la voir, on ne la verra jamais. Si tu te tenais debout sur la face cachée de la Lune, tu pourrais lever les yeux vers le ciel et contempler les étoiles avec une netteté impossible depuis la surface terrestre. Tu verrais la voie, lactée, se déployer dans une splendeur que aucun être humain vivant n'a jamais contemplée à l'œil nu. Tu verrais des milliers, des dizaines de milliers d'étoiles, sans la moindre atmosphère pour atténuer leur éclat. Mais tu ne verrais pas la Terre, ta planète natale, le seul endroit de l'univers connu où existe la vie, serait totalement absente de ton ciel. Tu serais, dans un sens très concret, plus isolé que n'importe quel être humain ne l'a jamais été. Les astronautes des missions Apollo ont survolé la face cachée. Ils ont passé derrière la Lune lors de chaque orbite, perdant pendant environ 45 minutes tout contact radio avec la Terre. Pendant ces 45 minutes, ils étaient les êtres humains les plus isolés de toute l'histoire de l'espèce. Non seulement séparés de la Terre par près de 400 000 km de vide, mais en plus, coupés de toute communication, enfermés derrière une barrière de roches de plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur. Michael Collins, le pilote du module de commande lors d'Apollo 11, celui qui est resté en orbite pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient sur la surface, a décrit cette expérience avec des mots qui résonnent encore. Quand il passait derrière la Lune, seul dans sa capsule, sans contact radio, sans voir la Terre, il savait qu'il était l'être humain le plus seul qui ait jamais existé, plus seul qu'un naufragé sur une île déserte, plus seul qu'un ermite dans une grotte, parce que ces gens-là, au moins, partageaient la surface d'une planète avec des milliards d'autres êtres vivants. Collins, pendant ces 45 minutes, ne partageait rien avec personne. Il était séparé de tout ce qu'il avait jamais connu par le vide absolu de l'espace et la masse silencieuse d'un monde mort. Cette solitude, cette isolation radicale et absolue, est ce que la face cachée de la Lune incarne de manière permanente. Et elle pose une question qui dépasse la géologie, la physique et l'ingénierie spatiale. Une question qui touche au sens même de notre existence dans l'univers. Sommes-nous seuls ? Cette question a été posée des milliers de fois, sous des milliers de formes, par des milliers de penseurs, de scientifiques,
de philosophes, de poètes. Mais la face cachée de la Lune lui donne une résonance particulière, parce que la face cachée est un rappel tangible, concret, physiquement démontrable de l'étendue de notre ignorance. Pendant des millénaires, nous avons regardé la Lune et nous avons cru la connaître. Nous lui avons donné des noms. Nous avons imaginé des visages dans ses taches sombres. Nous avons construit des mythologies entières autour de ses phases. Et pendant tout ce temps, 41% de sa surface nous était totalement invisible. Nous ne savions même pas à quoi elle ressemblait. Nous ne soupçonnions pas qu'elle était radicalement différente de ce que nous pouvions voir. Notre ignorance n'était pas le résultat d'un manque de curiosité ou d'un défaut de technologie. C'était une impossibilité physique. La Lune nous cachait activement, mécaniquement, gravitationnellement une partie d'elle-même, et il a fallu l'ère spatiale, des fusées, des sondes, des satellites relais et des décennies de développement technologique pour commencer à lever ce voile. Si nous pouvons être aussi profondément ignorants de notre plus proche voisin céleste, que savons-nous réellement du reste de l'univers ? Que savons-nous des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles ? Que savons-nous des galaxies lointaines que nous ne voyons que comme de vagues taches de lumière dans nos télescopes les plus puissants ? Que savons-nous de ce qui se trouve au-delà de l'horizon observable ? Cette frontière cosmique au-delà de laquelle la lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. L'univers observable a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. C'est la distance maximale à laquelle nous pouvons voir, la limite imposée par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Mais l'univers réel, l'univers physique dans sa totalité, pourrait être immensément plus grand. Les mesures de la courbure de l'espace effectuées par le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, publiées en 2018, indiquent que l'univers est plat, ou extrêmement proche de la platitude, à un niveau de précision de 0,4%. Un univers parfaitement plat serait infini. Certains modèles cosmologiques suggèrent que l'univers réel pourrait être au minimum 250 fois plus grand que l'univers observable. D'autres modèles placent cette estimation beaucoup plus haut. Certaines formulations de l'inflation cosmique, la phase d'expansion exponentielle qui s'est produite dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, prévoit un univers qui pourrait être 10 puissance 23 fois plus grand que ce que nous observons. 10 puissance 23. C'est un nombre avec 23 zéros. Si l'univers observable était de la taille d'une bille, l'univers réel, selon ces estimations, serait plus grand que l'ensemble de l'univers observable. La métaphore s'effondre, le langage n'a plus de prise. Et dans toute cette immensité, nous n'avons trouvé, pour l'instant, aucune trace de vie ailleurs que sur Terre. Aucun signal radio provenant d'une civilisation extraterrestre, aucune structure artificielle visible dans les relevés astronomiques, aucune signature chimique dans l'atmosphère d'une exoplanète qui ne puisse être expliquée par des processus naturels non biologiques. Le silence est total, assourdissant, inexplicable. C'est ce qu'Enrico Fermi, le physicien italo-américain, a formulé un jour de 1950 sous la forme d'une question d'apparence simple mais aux implications vertigineuses. Si l'univers est si vaste, si les étoiles sont si nombreuses, si les planètes sont si communes, alors où est tout le monde ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucune trace de vie intelligente ? Cette question est devenue le paradoxe de Fermi, et 75 ans après sa formulation, elle reste sans réponse satisfaisante. Les chiffres rendent ce paradoxe encore plus aigu. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Le télescope spatial Kepler, opérationnel entre 2009 et 2018, a révélé que la plupart de ces étoiles possèdent des systèmes planétaires. Les estimations les plus récentes suggèrent qu'il y a entre 40 et 60 milliards de planètes de taille terrestre dans la zone habitable de leur étoile, rien que dans notre galaxie. La zone habitable, c'est la bande de distance à une étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète. Une condition que nous considérons comme essentielle à la vie telle que nous la connaissons. 40 à 60 milliards de mondes potentiellement habitables dans une seule galaxie. Et l'univers observable contient au moins 2000 milliards de galaxies, selon les comptages révisés du télescope spatial Hubble, publié en 2016. Le nombre total de planètes potentiellement habitables dans l'univers observable est donc de l'ordre de 10 puissance 22.
10 000 milliards de milliards. Un nombre si grand qu'il dépasse le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Et pourtant, le silence persiste. Les réponses proposées au paradoxe de Fermi sont nombreuses. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare, bien plus rare que le simple nombre de planètes ne le suggère. Peut-être que l'émergence de la vie nécessite une chaîne d'événements si improbables, si spécifiques, si dépendantes de conditions initiales précises, que sur 10 000 milliards de mondes, seul un a produit des êtres capables de se poser la question. Peut-être que la Terre est une anomalie statistique, un accident cosmique d'une rareté inouïe. Et c'est ici que la Lune entre en jeu d'une manière inattendue. Parce que la Lune, avec toutes ses caractéristiques particulières, pourrait être l'un des facteurs qui rendent la Terre si extraordinairement spéciale. Considérons les faits. La Lune est anormalement grande par rapport à sa planète hôte. Le rapport de masse entre la Lune et la Terre est d'environ 1 pour 81. C'est de loin le ratio le plus élevé de tous les systèmes planètes-satellites du système solaire, si l'on exclut Pluton et Charon, qui forment techniquement un système binaire. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, possède des dizaines de satellites, mais aucun ne représente plus d'un 10 000e de sa masse. Saturne, même chose. Mars possède 2 minuscules lunes, Phobos et Deimos, qui sont probablement des astéroïdes capturés et qui sont ridiculement petites comparées à la planète. La Terre, avec sa lune massive, est une exception flagrante, et cette exception a des conséquences profondes sur l'habitabilité de notre planète. La Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre. Sans la Lune, l'inclinaison axiale de la Terre, actuellement d'environ 23,5 degrés, varierait de manière chaotique sur des échelles de temps de quelques millions d'années, oscillant peut-être entre 0 et plus de 50 degrés. Des simulations numériques réalisées par Jacques Lascar de l'Observatoire de Paris ont montré que sans la présence stabilisatrice de la Lune, l'axe terrestre serait soumis à des perturbations gravitationnelles principalement causées par Jupiter. Et ces perturbations pourraient provoquer des basculements rapides et dramatiques. Un monde dont l'axe bascule de 50 degrés verrait ses pôles recevoir par moments plus de lumière solaire que son équateur. Les saisons deviendraient extrêmes au-delà de toute mesure. Les calottes glaciaires fondraient et se reformeraient dans des configurations impossibles à prédire. Les courants océaniques seraient perpétuellement bouleversés. Le climat deviendrait chaotique à un degré qui rendrait l'évolution de formes de vie complexes extrêmement difficile, voire impossible. La Lune, en stabilisant l'axe terrestre, a fourni à la vie sur Terre un cadre climatique relativement prévisible pendant des milliards d'années. Les saisons se sont répétées avec régularité. Les zones climatiques sont restées à peu près stables. Les espèces ont pu évoluer, s'adapter, se diversifier dans un environnement qui, bien qu'il ait subi des variations importantes, n'a jamais basculé dans le chaos total d'une planète sans satellite stabilisateur. Et si l'hypothèse de l'impact géant est correcte, si la Lune est née d'une collision cataclysmique entre la prototerre et Theia, alors notre existence même dépend d'un accident cosmique d'une violence inouïe. La collision qui a failli détruire la Terre est précisément celle qui a créé les conditions de l'habitabilité à long terme. La destruction a engendré la stabilité. La catastrophe a rendu possible la vie. C'est un paradoxe d'une élégance presque cruelle. Et il se prolonge dans une direction encore plus dérangeante quand on considère les implications pour la recherche de vie extraterrestre. Si la présence d'une grande lune stabilisatrice est effectivement une condition nécessaire, ou du moins fortement favorable, à l'émergence de la vie complexe, alors le nombre de planètes réellement habitables dans l'univers pourrait être considérablement réduit par rapport aux estimations brutes. Avoir une planète dans la zone habitable ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle ait subi un impact géant spécifique, à un angle spécifique, à une vitesse spécifique, à un moment spécifique de son histoire, pour produire un satellite de la bonne taille, à la bonne distance, avec le bon ratio de masse. Chaque condition supplémentaire réduit la probabilité. Et la Lune, avec ses deux faces asymétriques, son verrouillage gravitationnel parfait, son rôle stabilisateur irremplaçable, pourrait être un objet beaucoup plus rare dans l'univers que nous ne le pensions. Il existe une autre dimension philosophique que la face cachée de la Lune met en lumière, et elle concerne notre rapport au temps. Les cratères de la face cachée sont des horloges. Chaque impact correspond à un moment précis
dans l'histoire du système solaire et la superposition des cratères, les plus récents recouvrant partiellement les plus anciens, permet aux scientifiques d'établir une chronologie relative. Mais cette chronologie ne couvre pas seulement l'histoire de la Lune, elle couvre l'histoire de la Terre. Et elle nous rappelle quelque chose que notre esprit peine à accepter. Le temps géologique est inhumain. Il fonctionne à des échelles qui rendent notre civilisation entière insignifiante. L'histoire écrite de l'humanité couvre environ 5000 ans. Les premières civilisations de Mésopotamie, d'Égypte, de la vallée de l'Indus. 5000 ans de guerre, de construction, de pensée, de création. Pour la Lune, 5000 ans est moins qu'un battement de cils. Pendant ces 5000 ans, la Lune s'est éloignée de la Terre d'environ 19 cm. 19 cm. Pendant ces 5000 ans, la durée du jour terrestre a augmenté d'environ 1/10 de milliseconde. 1/10 de milliseconde. Le crayon du temps cosmique dessine si lentement que notre existence entière en tant qu'espèce n'est qu'un point imperceptible sur la courbe. Et pourtant, les processus sont inexorables. La Lune s'éloigne, la Terre ralentit, le système Terre-Lune évolue. Dans 1 milliard d'années, la journée terrestre durera environ 26 heures. La Lune sera à environ 425 000 km contre 384 000 aujourd'hui. Les marées seront plus faibles, la stabilisation axiale sera légèrement réduite. Les éclipses solaires totales, ce phénomène extraordinaire où le disque lunaire couvre exactement le disque solaire, seront devenus impossibles depuis longtemps. Et cette coïncidence des éclipses mérite qu'on s'y arrête un instant, parce qu'elle est si improbable qu'elle confine au vertigineux. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi environ 400 fois plus loin. Le résultat est que, vu depuis la Terre, les deux disques ont presque exactement la même taille apparente dans le ciel. C'est pour cela que lors d'une éclipse solaire totale, la Lune couvre le Soleil presque parfaitement, laissant visible uniquement la couronne solaire, cette auréole de gaz brûlant qui entoure l'étoile. Il n'y a aucune raison physique pour que cette correspondance existe. C'est une pure coïncidence géométrique, dépendante de la taille de la Lune, de la taille du Soleil et de leur distance respective par rapport à la Terre. Et c'est une coïncidence temporaire. Il y a des centaines de millions d'années, la Lune était plus proche et paraissait plus grande que le Soleil. Dans des centaines de millions d'années, elle sera plus loin et paraîtra plus petite. Les éclipses totales ne seront plus possibles. Nous vivons dans la seule fenêtre temporelle de l'histoire de la Terre où cette coïncidence fonctionne. Et cette fenêtre coïncide exactement avec l'époque où une espèce intelligente existe pour l'observer. Hasard. Pur hasard. Mais un hasard d'une improbabilité si troublante qu'il donne le vertige. Il y a une hypothèse, formulée de manière semi-sérieuse par certains penseurs, selon laquelle ce type de coïncidence pourrait être un indice que quelque chose de fondamental nous échappe dans notre compréhension de l'univers. Non pas une intervention divine ou une conspiration cosmique, mais peut-être un biais anthropique poussé à l'extrême. Le principe anthropique, dans sa formulation forte, stipule que l'univers doit avoir des propriétés compatibles avec l'existence d'observateurs conscients, puisque c'est précisément ce que nous sommes. Si l'univers n'avait pas ces propriétés, nous ne serions pas là pour le constater. Mais cette logique, poussée jusqu'au bout, mène à des endroits inconfortables. Elle suggère que nous observons l'univers à travers un filtre de survie. Nous ne voyons que la version de la réalité dans laquelle nous existons. Toutes les versions où la Lune n'a pas été formée, où l'axe terrestre a basculé, où un sursaut gamma a stérilisé la planète, où un impact d'astéroïdes a empêché l'évolution des primates. Ces versions existent peut-être, dans un sens ou dans un autre, mais elles ne contiennent pas d'observateurs pour les contempler. La face cachée de la Lune, avec ses cicatrices intactes, ses cratères non effacés, son sol irradié et son silence électromagnétique, est comme le négatif photographique de notre existence. Elle montre ce qui arrive à un monde sans protection, sans atmosphère, sans eau, sans vie. Elle montre le destin par défaut, le destin d'un monde livré à la violence cosmique, sans aucun mécanisme d'amortissement, sans aucune capacité de régénération, sans aucun bouclier. Et en la regardant, en l'étudiant, en analysant ses roches et sa poussière, nous ne faisons pas seulement de la science planétaire. Nous contemplons ce que la Terre aurait pu être, ce que la Terre serait
Si un seul maillon de la chaîne de coïncidence Keraman, qui a rendu la vie possible, avait été différent. Le philosophe Blaise Pascal a écrit, il y a plus de 300 ans, que le silence éternel des espaces infinis l'effrayait. Il ne savait pas, à son époque, que la Lune avait une face cachée. Il ne savait pas que cette face était un désert de cratères bombardés par les radiations cosmiques. Il ne savait pas que des milliards de tonnes de métal extraterrestre étaient enfouies sous sa plus grande cicatrice. Il ne savait pas que la même Lune qui éclairait ses nuits à Clermont-Ferrand était la raison pour laquelle l'axe de rotation de sa planète restait suffisamment stable pour que des êtres vivants puissent exister à sa surface. Mais son intuition était juste. Le silence de l'espace est effrayant. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. Plein de force, de violence, de processus destructeurs qui opèrent à des échelles que notre esprit n'est pas conçu pour appréhender. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence que nous ne savons pas encore interpréter. Et quand la Chine a posé sa sonde sur la face cachée, quand les premières images de ce monde invisible sont apparues sur les écrans des centres de contrôle à Pékin, quand les premières données radar ont commencé à révéler la structure du sous-sol, un silence d'un autre genre s'est installé. Le silence de la découverte, le silence de la confrontation avec quelque chose de nouveau. Le silence que l'on ressent quand on ouvre une porte dont on ne soupçonnait même pas l'existence et qu'on découvre derrière elle une pièce beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe, beaucoup plus inquiétante que tout ce qu'on avait imaginé. Et cette pièce est loin d'être entièrement explorée. Le rover Yutu-2 a parcouru, au total, un peu plus de 1500 mètres sur la surface de la face cachée. 1500 mètres sur une surface totale de près de 19 millions de kilomètres carrés. C'est comme si, pour explorer la France, on avait fait 1500 pas dans un jardin de banlieue. La quasi-totalité de la face cachée reste inexplorée au sol. Ces cratères n'ont jamais été foulés. Ces montagnes n'ont jamais été escaladées. Ces ravins n'ont jamais été photographiés de près. Le sous-sol n'a été sondé que sur quelques dizaines de mètres de profondeur dans un seul point. Tout le reste est terra incognita, un continent entier d'un autre monde, à moins de 400 000 kilomètres de nous, dont nous ne connaissons presque rien par l'exploration directe. Et ce que nous ne connaissons pas de la face cachée pourrait contenir des réponses à des questions que nous n'avons pas encore formulées. Des indices sur la formation du système solaire, des traces d'événements cosmiques dont nous ignorons l'existence, des matériaux aux propriétés inattendues, des structures géologiques sans équivalent connu. Chaque mission qui se posera sur cette phase dans les décennies à venir a le potentiel de réécrire un chapitre de notre compréhension de l'univers, ou peut-être de nous confronter à quelque chose de plus déstabilisant encore, l'étendue réelle de ce que nous ne savons pas, la profondeur abyssale de notre ignorance cosmique, la possibilité que l'univers contienne des phénomènes, des processus, des réalités dont nous n'avons pas la moindre idée. Pas parce qu'ils sont trop loin ou trop faibles pour être détectés, mais parce que nous ne savons même pas qu'il faudrait les chercher, comme la face cachée de la Lune qui était là depuis toujours, à portée de main, invisible, non pas parce qu'elle était distante, mais parce que la mécanique céleste nous interdisait de la voir. Quel autre visage de l'univers nous est caché de cette manière ? Quelles autres réalités fondamentales sont dissimulées, non pas par la distance, mais par un angle mort de notre position dans l'espace, dans le temps ou dans les dimensions de la réalité. Nous savons que la matière ordinaire, celle dont sont faites les étoiles, les planètes, nos corps, ne représente qu'environ 5% du contenu total de l'univers. Le reste est composé de matière noire, environ 27%, et d'énergie noire, environ 68%. Nous ne savons pas ce que sont la matière noire et l'énergie noire. Nous détectons leurs effets gravitationnels. Nous mesurons leur influence sur l'expansion de l'univers, mais leur nature fondamentale nous échappe complètement. Nous vivons dans un univers dont nous ne comprenons que 5% du contenu. Les 95% restants sont notre face cachée cosmique, le visage de l'univers qu'il refuse de nous montrer. Et cette pensée, quand on la laisse s'installer, quand on la laisse résonner dans le silence d'une nuit claire, est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle révèle l'étendue de notre ignorance. Libératrice
parce qu'elle signifie que le voyage de la découverte est loin d'être terminé, que chaque question répondue en ouvre 10 nouvelles, que chaque porte franchie donne sur un couloir plus long, que l'univers, dans sa vastitude indifférente, nous offre un terrain d'exploration qui ne s'épuisera probablement jamais. La face cachée de la Lune était un mystère qui a duré des millénaires. Il a fallu l'ère spatiale pour commencer à le percer. Il faudra peut-être des siècles encore pour l'explorer pleinement. Et quand nous l'aurons fait, nous regarderons plus loin, vers Mars, vers les lunes de Jupiter, vers les exoplanètes, vers les confins de l'univers observable. Et à chaque étape, nous trouverons de nouvelles faces cachées, de nouveaux angles morts, de nouvelles vérités que nous ne soupçonnions pas. La question n'est pas de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. La question est de savoir si nous sommes capables de supporter la réponse, quelle qu'elle soit. Et la face cachée de la Lune, dans son silence de pierre et de poussière, ne nous donne aucun indice. Elle se contente de nous regarder avec ses milliers d'yeux de cratères, depuis l'autre côté du miroir, depuis le côté que nous ne pouvons pas voir, et de nous laisser avec nos questions sans réponse.